Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture des tables statistiques usuelles. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la méthode de lecture de la loi normale centrée réduite 0,1. Dans cette vidéo, euh, je vais vous présenter plus spécifiquement la lecture de la table de la loi de Qui2. Je commence d'abord par vous présenter la structure de la table, justement. Il faut savoir que la table de Qui2, c'est aussi comme pour la loi normale en fait, hein, c'est une table à double entrée, comme on dit. Euh, là, dans la première colonne, on a ce qu'on appelle les degrés de liberté. Les degrés de liberté, en fait, je vais revenir en détail par rapport à ce que c'est que le... Mais c'est relatif à la taille de l'échantillon. N, en fait. Et le degré de liberté, c'est généralement la taille de l'échantillon moins quelques observations. Il faut très concrètement, c'est ce que ça veut dire. Le degré de liberté d'une loi de Qui2, vous avez généralement, on vous donne l'échantillon. Si l'échantillon est constitué de 100 observations, parfois, lorsque vous faites des calculs simples, les calculs de moyenne, de variance, etc., le degré de liberté, c'est généralement n-1. Mais par contre, si vous faites des analyses économétriques avec plusieurs variables, k variables, on va dire k, vous avez 3 variables, 4 variables, 5, donc vous avez un nombre k de variables, et le degré de liberté, c'est généralement n moins n, c'est la taille de l'échantillon, donc n moins k moins 1. Mais le contexte va vous dire généralement ce que c'est quelle est la valeur de n et quelle est la valeur de k en fait. Mais de base, c'est n-1. Vous allez pouvoir faire moins le nombre de variables qui interviennent. Normalement, le nombre de variables explicatives, lorsqu'on est dans le cadre de l'économétrie, en étudiant la relation, dans les régressions par exemple. Mais ça, on aura le temps de revenir là-dessus. On suppose ici que le degré de liberté est connu. Soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, etc. Jusqu'à l'infini en fait, hein. Donc, lorsque vous allez lire la table statistique, vous venez toujours avec deux informations. Dans ces deux informations, il y a forcément le degré de liberté. Donc, vous connaissez a priori sur quel degré de liberté vous allez travailler. Maintenant, euh, pour revenir très concrètement à la structure de la table de Qui2, dans la première colonne, comme vous voyez à l'écran, vous avez les degrés de liberté N. Voilà. Et dans la première ligne, toujours dans la zone bleue en fait, hein, dans la première ligne, vous avez les probabilités P. Euh, Contrairement tout à l'heure à la loi normale, où la première colonne et la première ligne, c'était les valeurs décomposées de Z. C'est différent pour la loi de Qui2. Dans la loi de Qui2, on a les degrés de liberté. Et dans la première colonne et dans la première ligne, on a les probabilités grand P, grand PI, en fait. Voilà, donc P 0,01. Et à l'intérieur, dans les cellules intérieures, on a cette fois les valeurs Z. On va dire les valeurs x carré. Qui2, c'est généralement noté x carré. Et grand x carré, voilà. Mais qui2, c'est grand x carré. Et grand x carré, c'est une notation que vous voyez très, très régulièrement. Donc, vous voyez qu'il y a un changement ici par rapport à la structure de la table de la loi normale qui se trouve dans la vidéo qu'on a fait justement précédemment. Donc, dans la vidéo 10, vous pouvez regarder la vidéo 10 pour voir comment on exploite, qu'est-ce que la vidéo 10 est un peu plus longue parce qu'on parle de notions de table statistique. Ensuite, on présente comment exploiter la table de la loi normale. Mais pour rester toujours dans la structure de la table de la loi de Qui2, dans les cellules intérieures, je répète, on a les valeurs de Qui2. Et dans les entêtes, sur la première ligne, on a la probabilité PI. Et dans la première colonne, on a les degrés de liberté. Et les gens me demandent souvent, mais en statistique, vous parlez généralement de degrés de liberté, degrés de liberté. C'est quoi, dans le sens commun, c'est quoi le degré de liberté en fait? Je vous ai dit que statistiquement, le degré de liberté, c'est le nombre d'observations moins quelques paramètres supplémentaires, soit moins 1 par défaut parce que vous avez fait un ajustement dans la tête de l'échantillon, soit moins le nombre de variables explicatives, donc n moins 1 ou n moins k, etc., etc. Mais dans la vie courante, lorsque je vais vous parler par exemple du degré de liberté,
c'est la flexibilité que vous avez en fait dans le tirage de l'échantillon. On va partir d'un cas très concret. Euh, Soyons d'accord sur le principe de l'exemple que je vais donner, mais même si c'est pas très parfait, mais on va y essayer quand même. Admettons que dans la semaine, vous avez, vous avez 7 paires de chaussettes. 7 paires de chaussettes, et vous vous dites que chaque jour, je vais porter une paire de chaussettes. Donc, on est dimanche. Donc, avant que la semaine commence, voilà, dimanche à 0 heure, à minuit, vous avez 7 paires de chaussettes. Ça veut dire que votre degré de liberté, c'est-à-dire votre possibilité de choix parmi ces 7 paires, c'est égal à 7. Voilà, donc là, le degré de liberté, c'est en fait, vous avez la taille totale de l'échantillon, c'est n. N égale à 7. Parce que vous n'avez encore rien fait, vous n'avez pas fait de tirage. Mais admettons qu'on soit lundi. Vous avez déjà utilisé une paire de chaussettes dimanche. Donc on est lundi. euh, vous avez le choix entre combien de paires de lunettes, de chaussettes, pardon. Vous avez le choix maintenant entre dans une dans la possibilité de 7 que vous aviez, vous n'avez que 6 possibilités maintenant. Donc votre degré de liberté est égal à 6. Donc 7 moins 1 égale à 6. Admettons maintenant que vous êtes mardi. Votre degré de liberté, c'est maintenant 5, etc., etc. Et quand vous êtes à samedi, en fait, donc votre degré de liberté est égal à 1, parce que vous avez déjà utilisé les autres chaussettes. Si jamais vous n'aviez pas utilisé les autres chaussettes, donc votre degré de liberté est toujours égal au même. Si, par exemple, vous vous permettez de porter les mêmes chaussettes plusieurs jours d'affilée, parce que vous n'avez pas fait d'activité que la chaussettes. Donc votre degré de liberté reste quasiment invariable. Mais quand vous fixez le principe que euh, quand j'utilise une paire de chaussettes un jour, je ne peux plus l'utiliser, alors votre degré de liberté diminue au fil des jours. C'est comme ça aussi dans le cadre d'un échantillon. Une fois que vous avez le degré de liberté, c'est la possibilité de tirage maintenant que vous avez dans votre échantillon après avoir fait quelques ajustements. Par exemple, si vous avez un échantillon de n égale à 100 et que vous enlevez un individu, votre degré de liberté, vous ne pouvez plus tirer un individu sur 100, vous n'avez plus la possibilité de tirer 100 individus parmi ces 100, vous n'avez plus que la possibilité de tirer que 99 parce que vous avez déjà éliminé un. Donc le degré de liberté, comment dire, c'est la flexibilité que vous avez dans le choix de tirage dans votre échantillon d'analyse en fait. Donc c'est ça qu'on peut dire degré de liberté. Mais quand on parle de degré de liberté, raisonnez simplement en termes de nombre d'observations initiales, moins quelques valeurs dont on va définir combien de valeurs on enlève de l'échantillon. Comme je vous ai dit, par défaut, on enlève moins 1 lorsqu'on calcule par exemple la variance ajustée, c'est n-1. Et quand on fait des analyses économétriques, des régressions par exemple, le degré de liberté, c'est généralement n moins k moins 1 où k égale le nombre de variables explicatives. Voilà. Donc c'est ce qu'on pouvait dire sur le degré de liberté. La probabilité P, ça revient à ce qu'on avait dit dans la vidéo 10 en fait. C'est la probabilité cumulée de toutes les densités qui viennent avant la valeur xi. Donc je ne vais pas revenir dans le détail sur ces éléments. Si vous voulez avoir des détails par rapport à la valeur, ce que ça signifie P grand P ici, c'est une probabilité cumulée issue de la fonction de répartition. Je vous recommande d'aller voir la 10e vidéo. Ici, on va se focaliser sur la table la table de la loi de Ki2. Encore une fois, en résumé, la table de Ki2, c'est 3 informations. Dans les cellules intérieures, on a les valeurs de Ki2, c'est-à-dire les quantiles. Dans l'entête, on a les probabilités. Et à gauche, dans la première colonne, on a on a les degrés de liberté. Voici la structure voilà. Donc si on ça c'est un aperçu une extraction, hein, mais on peut voir un aperçu quasi complet en fait, hein, de la loi de Kilo par exemple. Ça c'est une table un peu plus grande avec plus de degrés de liberté. Bon, on s'est limité à 20 ici, mais ça peut aller à des centaines suivant la table que vous utilisez. Et P, ça peut aller de 0,1 jusqu'à 0,99. Hein. Donc ça dépend de la table que vous utilisez, mais
tapez justement sur Internet la table de la loi de Qui2 avec plus de degrés de liberté, plus de probabilité plus précise. Là, je vous présente un cas juste pédagogique où on a quelques valeurs. Ici, par exemple, euh, je, euh, quand je vous dis, par exemple, pour le degré de liberté n égale à 5, voilà, vous venez à la cinquième ligne, c'est n égale à 5 ici, voilà, et, tout, et pour la probabilité, par exemple, p égale 0,05, vous allez, vous allez sur la première ligne, vous avez 0,05, et je vais vous poser une question comme ça en entrée. Quel est le quantile de Qui2 correspondant à n égale à 5 et p égale à 0,05? Bah, vous faites tout simplement le croisement entre les deux valeurs. La cellule intérieure qui fait le croisement entre les deux valeurs, c'est 1,145. Donc, on a fini de lire la table de Qui2, quoi. La cellule intérieure, c'est la valeur de Qui2, le quantile ou le fractile. Je vous ai également parlé de la notion de quantile et de fractile dans la 10e vidéo. Et vous allez pouvoir voir, voilà. Revoyez ou voyez justement la vidéo 10 pour vous resituer dans le contexte de table statistique. Mais c'est comme ça qu'on exploite la table de Qui2. Voilà. Si on vous dit que vous connaissez, par exemple, on vous dit le degré de liberté, vous devez toujours la connaître. Ou sinon, euh, c'est l'information qui est la plus connue parce que vous connaissez la taille de l'échantillon. Donc, par défaut, il n'y a pas d'inconnu par rapport au degré de liberté. L'inconnu, généralement, c'est au niveau de la probabilité ou au niveau de quantile. Je vais vous poser une autre question. Je vous donne le degré de liberté égal à 9. Et je vous dis que le quantile égale 2,532. Quelle est la probabilité correspondante? J'ai bien dit 2,532 égale quantile. Bah déjà, vous commencez par dire que le degré de liberté, c'est 9. Voilà. Et dans la ligne qui correspond à 9, vous cherchez 2,532. Je l'ai retrouvé, il est juste ici. 2,532. Quelle est la probabilité correspondante? Vous remontez en en-tête et vous trouvez P égale à 0,02. C'est comme ça qu'on lit la table Qui2. En fonction de situation, on peut faire le chemin inverse. Je connais le degré de liberté, je connais la probabilité, quel est le quantile correspondant. Donc, plus la table est grande, la recherche est peu fastidieuse, mais on finit toujours par trouver. Encore une fois, même comme pour la table de la loi normale, lorsque vous ne trouvez pas la valeur exacte, prenez la valeur qui se rapproche le plus. De préférence, la valeur est inférieure ou égale, en fait, qui se rapproche. Parce que quand vous prenez une valeur supérieure, vous risquez de tomber sur, de changer carrément de probabilité ou de changer de degré de liberté. Mais prenez la valeur la plus proche, inférieure ou égale. C'est ce que je peux vous, vous proposer, vous recommander, en fait, lorsque vous exploitez la table statistique. Maintenant, on va passer à l'exploitation concrète de la table. Premier cas, c'est comme pour la loi normale, hein. On vous dit de déterminer le quantile Qui2 lorsque la probabilité P est connue. On a déjà fait l'exemple, donc c'est relativement facile, on va dire. Donc je prends un exemple ici. Donc on dit que P égale 0,95. Donc c'est P. Le degré de liberté N égale 19. À quoi égale Qui2? Vous faites la même démarche. Vous revenez dans le tableau. Vous commencez par positionner le degré de liberté et la probabilité P. Voilà. Le degré de liberté égale 19. La probabilité P égale 0,95. Au croisement entre les deux, on voit à l'écran que le croisement c'est 30,144. Alors, voilà, on a répondu à la question. Donc si P égale 0,95, N égale à 19, alors Qui2 égale 30,144. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Déterminer la probabilité P lorsque le quantile Qui2 est connu. L'exemple c'est Qui2 égale 22,76, N égale 18, à quoi égale P? On fait le schéma inverse de ce qu'on vient de faire. Toujours on positionne le degré de liberté, on recherche dans la cellule intérieure, dans les cellules intérieures, la valeur 22,760 et on remonte dans la première colonne, on trouve 0,80. Donc, ce qui veut dire que lorsque Qui2, le quantile égale 22,76, N égale 18, P égale 0,80. On a fini de lire la table de Qui2. C'est extrêmement simple en fait. Il suffit juste de comprendre la logique comme pour la loi normale
Et d'ailleurs, la loi normale est un peu plus compliquée parce qu'il faut décomposer la valeur Z et ensuite les reconstituer. Mais pour la valeur de Ki2, la lecture est directe. Voilà. Et comme pour la loi normale également, au lieu de passer par des lectures manuelles comme on vient de faire, on peut utiliser les outils informatiques, notamment l'outil Microsoft Excel. On va reprendre les exemples qu'on vient de faire en utilisant l'outil Microsoft Excel qui est plus rapide, plus précis justement, et qui donne beaucoup plus de valeur que les tables statistiques disponibles sur Internet. Maintenant, on prend le cas déterminer le quantile Q2 lorsque la probabilité est connue. La formule Excel est tout simple. Il suffit juste de taper dans la cellule égale loi.qui2 point inverse P. En fait, P c'est la probabilité P et DDL c'est le nombre de degrés de liberté. DDL c'est degré de liberté. On peut mettre un N-1. Donc lorsque vous connaissez P et vous connaissez le nombre de degrés de liberté, vous tapez juste cette formule. Ça, encore une fois, c'est l'Excel version française. Il y a la version anglaise aussi, mais bon, je présente le cours en français, donc je vous présente la formule en français. Mais c'est très facile de convertir ça en, en formule, euh, en formule en anglais, en anglais tout simplement. Voilà. Maintenant, je prends le cas qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque P égale 0,95 et N égale à 19, ben, on trouve la valeur Ki2 égale 30,1435. On retombe quasiment sur la même valeur que ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans le tableau. Voilà. Donc, entre la lecture avec Excel et la lecture avec la table sur papier ou sur une page web, etc., on tombe quasiment, on tombe sur les mêmes valeurs. Je dirais même encore une fois, les valeurs sur le logiciel sont encore plus précises d'ailleurs parce que moins soumises aux contraintes d'espace que comme on peut avoir avec les versions papier. Maintenant, on prend le cas déterminer la probabilité P lorsque le quantile Ki2 est connu et le degré de liberté en fait. Maintenant, il suffit juste de taper cette formule en fait. Hein. Loi de Ki2. La première formule, c'était loi Ki2 inverse. Maintenant, c'est loi Ki2 tout simplement. Et vous mettez la valeur de Ki2 et vous mettez degré de liberté et vous mettez vrai. J'ai expliqué ce que ça signifiait vrai ici dans la précédente vidéo. C'est pour tout simplement dire qu'il faut cumuler la probabilité. Parce que si on ne met pas vrai, en fait, il nous renvoie la densité de probabilité. Alors que la densité de probabilité ne définit pas la table statistique et il définit en fait la correspondance entre le quantile et sa densité, alors que dans la table statistique, c'est la correspondance entre le quantile et la fonction de probabilité issue de la fonction de répartition, c'est-à-dire le cumul des densités de toutes les valeurs qui viennent avant la valeur considérée. Donc c'est pour ça on met vrai. Voilà. Et quand vous mettez faux, bah, vous trouverez tout simplement la fonction de densité. La formule avec faux peut être utilisée lorsque vous cherchez la densité. Mais lorsque c'est la fonction de répartition qui vous intéresse, mettez vrai. Et c'est ce qui donne ici la probabilité P que l'on utilise dans les tests statistiques. Encore une fois, nous sommes dans la suite, on va dire, les matériels qui sont utilisés pour dérouler les tests statistiques, notamment la lecture des tables statistiques. Vous avez vu que dans les vidéos 8 et 9, dans les exercices, justement, on disait toujours il faut aller lire une table statistique, connaissant la probabilité, quel est le quantile, et le quantile correspondant à S, la statistique théorique. Donc, on est dans le cadre des tests. Donc, les formules qui sont adaptables, adaptées, on va dire, les formules qui sont adaptées aux tests statistiques, c'est ce que je présente dans cette vidéo. Maintenant, dans l'exemple, lorsque je mets loi de Ki2, N, je donne 22,76, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, avec N égale 18, on trouve 0,80. Donc, ce qui veut dire que la formule donne la même chose que ce qu'on pouvait obtenir à partir d'une table statistique. Voilà un peu comment on lit la table de Ki2, comment on exploite la table de Ki2. Et je pense que c'est mieux qu'on s'arrête pour ne pas avoir une vidéo très longue, parce que la précédente vidéo a été quand même un peu plus longue. Donc on s'arrête pour le cas, on fait une vidéo par table statistique. Cette vidéo, c'est uniquement pour la table de la loi de Ki2. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la lecture de la table de la loi de Student. Donc, à tout de suite ou à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.